Les frissons de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtre. Challenge AZ, partie 3. R comme registre matricule. C'est le document de base qui renseigne sur le parcours militaire d'un homme, qu'il soit soldat ou ajourné. Le document comporte plusieurs cases, variant au cours de l'histoire. Nous prendrons l'exemple ici de la fiche de Jean-François, datée de 1914. Certaines parties se passent de commentaires, d'autres font l'objet d'une explication si nécessaire. Les catégories sont les suivantes. L'identité, le numéro matricule, l'état civil, le signalement physique, le degré d'instruction. Celui-ci s'explique ainsi. 0 pour le jeune homme qui ne sait ni lire ni écrire. 1 pour le jeune homme qui sait lire. 2 pour celui qui sait lire et écrire. 3 pour celui qui sait lire, écrire et compter. 4 pour celui qui a obtenu le brevet de l'enseignement primaire. 5 pour les bacheliers, licenciés, etc. X pour le jeune homme auquel aucun renseignement sur le degré d'instruction n'aura pu être obtenu. La décision du conseil de révision et ses motifs. Cette partie comprend le numéro d'inscription dans la liste cantonale du conseil de révision. Le recensement est la toute première étape des devoirs militaires qu'avaient les jeunes hommes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il s'agit de dénombrer tous les hommes appartenant à une classe donnée. Le recensement est effectué en décembre, ce qui permet d'avoir une image précise du nombre de jeunes hommes au 1er janvier de l'année où ils vont rejoindre les casernes. Une fois le recensement effectué, jusqu'en 1905, l'administration peut organiser le tirage au sort, puis la révision de ces hommes pour voir s'ils sont aptes à faire le service militaire. Après 1905, seul subsiste le conseil de révision, le tirage au sort étant supprimé. La dernière étape, moins d'1 an après le recensement, étant l'appel sous les drapeaux. Lors du recensement, une fiche complète est établie avant d'être transmise à la préfecture, indépendante de la fiche de registre matricule. On retrouve la plupart de ces informations dans les registres matricules. Elles étaient probablement envoyées ensuite au bureau de recrutement de la subdivision. Le conseil de révision est composé d'élus et de membres de l'armée. Les jeunes gens sont appelés dans l'ordre du tableau de recensement, numéro que l'on retrouve sur la fiche matricule. À partir de 1905, le conseil de révision juge les aptitudes physiques des recrues suivant 4 catégories. 1. Bon pour le service armé. 2. Bon pour le service militaire en raison d'une infirmité relative ou d'une constitution douteuse. 3. Constitution physique trop faible nécessitant un ajournement. 4. Infirmité qui entraîne une exemption de tout service militaire. On notera le cas particulier du bon absent. Les jeunes hommes qui ne se présentaient pas au conseil de révision étaient automatiquement inscrits bon absent. Un nouvel examen de leur situation se faisait lors de leur appel sous les drapeaux. S'il s'avère que leur omission a un caractère frauduleux, en plus de leur passage devant la justice, l'homme est envoyé dans les troupes coloniales d'office. C'est ainsi que Jean-François a été déclaré bon absent, car résidant probablement encore à Paris lors de ses premières obligations militaires. Voir la lettre E. Le corps d'affectation. Résumé des différentes affectations dans l'armée active, de réserve et territoriale. Le détail des services et mutations diverses. Ici, le parcours du soldat est détaillé. Les localités successives habitées. Tant que le soldat est susceptible de retourner sous les drapeaux, il est suivi attentivement et ses adresses successives sont notées afin de pouvoir le rappeler, ce qui est bien utile pour ceux qui déménagent souvent et dont on ignore la nouvelle adresse. Les antécédents judiciaires et condamnations. Pratique si votre ancêtre est un vaurien et que vous l'ignoriez. Cela peut donner d'intéressantes pistes de recherche ou expliquer de curieuses affectations militaires. Par exemple, un de mes collatéraux, bagarreur, a été affecté dans un bataillon d'Afrique, en représailles. Les campagnes. Ici sont détaillées les campagnes auxquelles a participé le soldat. Pour Jean-François, cette partie est particulièrement bien remplie. Merci à ce militaire rédacteur consciencieux. Avec le détail des dates et périodes à l'intérieur, c'est-à-dire à l'arrière, formation ou hospitalisation, et aux armées,
c'est-à-dire en première ligne, et zone arrière de 100 km considérée comme faisant partie du front. Ainsi que les abréviations CS et CD, signifiant campagne simple et campagne double. Une campagne double, au front, étant considérée comme plus dangereuse, elle va compter davantage pour la future pension du soldat. Enfin, les dernières catégories, les blessures, citations, décorations, etc., les périodes d'exercice, les époques à laquelle l'homme doit changer de catégorie d'armée, la date de libération définitive du service militaire. Toutes les cases ne sont pas forcément remplies, mais parfois elles sont trop petites, en particulier lorsque le soldat, comme Jean-François, a fait toute la guerre. Dans ce cas, on rajoute des petits papiers pour noter les informations supplémentaires. On les appelle des retombes. Lorsque les archives numérisent les fiches matricules, elles sont obligées de faire plusieurs numérisations pour bénéficier de toutes les informations. Ainsi, au lieu d'une seule vue, la fiche de Jean-François en comporte 5. S comme Samoin. Samoin est la ville d'origine de Jean-François. Elle est située en Haute-Savoie. Son nom aurait une origine médiévale, signifiant les 7 monts, de Sat, 7 et de Moins, mont ou alpage, rappelant les 7 sommets qui entouraient le village. C'est pourquoi ses habitants se nomment les Septimontains et les Septimontaines. Au cœur historique de Samoin, l'église, les anciennes halles du marché datant du XVIe siècle, dite la halle de la Grenette, et le Gros Tilleul. Celui-ci, arbre emblématique de la ville, a été planté en 1438 pour célébrer un jugement rendu par le duc Amédée VIII de Savoie, confirmant aux habitants de Samoin la possession de plusieurs alpages situés dans une vallée voisine. Arbre remarquable, par son âge et son envergure, le Gros Tilleul constitue un véritable repère et un lieu de rencontre et de convivialité incontournable de la vie locale. L'église est une ancienne collégiale, dépendante du diocèse de Genève. L'édifice actuel a été construit sur les ruines de l'ancien, détruit en 1476 lors de l'invasion des Bernois. Plusieurs réfections se sont succédées au cours des siècles, œuvre des maçons de Samoin, tailleurs de pierre réputés en Savoie et en France. En effet, la tradition de la pierre a marqué la vallée du Haut-Gifre, qui regorge de carrières de calcaire. Pour compléter leurs revenus issus de l'activité agricole, les hommes de la région travaillaient la pierre. En 1659, les Frahans, nom donné aux tailleurs de pierre, étaient si nombreux à Samoin et leur savoir-faire si réputé qu'ils se sont regroupés au sein d'une confrérie très célèbre. Celle-ci menait des actions philanthropiques, prenait soin des malades, formait de jeunes apprentis et avait sa propre école de dessin qui abritait une importante bibliothèque. Les membres de la confrérie des maçons et des tailleurs de pierre de Samoin étaient si réputés qu'ils furent appelés sur les plus grands chantiers, par Vauban pour ses fortifications, puis par Bonaparte pour les canaux de Saint-Quentin, et même jusqu'en Pologne ou en Louisiane. Pour communiquer et pour ne pas se faire comprendre les autres, ils utilisaient un dialecte bien à eux, le mourmé. Des témoignages de leur talent subsistent partout sur l'architecture du village. La figure locale la plus célèbre de Samoin est sans conteste Marie-Louise Jay, dont nous partageons un ancêtre commun à la 12e génération. Née en 1838, à 15 ans, la jeune fille part tenter sa chance à Paris comme vendeuse au bon marché. C'est dans la capitale qu'elle rencontre Ernest Cognac, qu'elle épousera par la suite, devenant les fameux Cognac Jay. Ensemble, ils fondent le grand magasin La Samaritaine. Le succès est immédiat. À la tête d'une immense fortune, sans enfants, Marie-Louise et Ernest consacrèrent la fin de leur vie aux bonnes œuvres et n'oublièrent jamais son village natal à elle. Ainsi, en 1906, Marie-Louise créa le jardin botanique La Jaïcinia et en 1917 subventionna la rénovation de l'intérieur de l'église. Samoin, dont l'altitude oscille entre 670 et 2700 mètres,
Le chef-lieu est situé à 703 mètres d'altitude, jouxte la frontière suisse. La famille maternelle de Jean-François, les Jay, tiens, sont une vieille famille locale. Son père, en revanche, est né en Suisse et a passé la frontière avant d'épouser Adélaïde. La ville est dominée par l'aiguille du Criou, sommet pointu qui culmine à 2207 mètres d'altitude. En 1911, la ville compte 2220 habitants. Si les parents de Jean-François demeurent toujours à Samoin en 1914, lui-même est momentanément en résidence en région parisienne où il est garçon de café. Cependant, son domicile officiel reste à Samoin et c'est pourquoi il est mobilisé par l'armée en Haute-Savoie. Le monument aux morts de Samoin compte une soixantaine de noms pour le conflit de la Première Guerre mondiale. Parmi eux, ceux des jumeaux Jay, Joseph et Alphonse. Ce ne sont que des parents très éloignés de Jean-François. Il faut remonter 7 générations pour leur trouver des ancêtres communs au XVIe siècle, mais ils sont nés la même année et ont sans doute fréquenté les mêmes bancs d'école ou se sont retrouvés sous le gros tilleul. Cependant, ils ont connu des destins différents. Si Jean-François a survécu à la guerre, Joseph a succombé à une bronchite dès 1915, une de celles qui a touché Jean-François en Italie, mais qui l'a heureusement épargné. Alphonse, quant à lui, est tombé dans la Somme en 1916. Après-guerre, Jean-François ne reviendra pas dans sa ville d'origine, demeurant désormais à Aubonne, dans le Val d'Oise, avec son épouse et son fils unique. Épouse originaire de Seine-et-Marne, où il fut lui-même souvent cantonné lors de la guerre. T comme tocsin. Pendant de nombreux siècles, nos ancêtres ont vécu au rythme des cloches des églises. Elles sonnaient les heures du jour, les temps de l'année, les fêtes liturgiques ou les événements de la vie et de la mort. Elles servaient aussi de moyen de communication, alertant les populations en cas d'incendie, d'inondation ou de catastrophes diverses. De nos jours, on ne les entend guère plus. Les habitants des villes groupés autour de leur église paroissiale, comme ceux des villages et des bourgs dans les campagnes, suivaient les heures du jour, les temps de travail et de repos grâce aux cloches. On distingue 3 catégories de sonneries, chacune ayant sa propre signification. Le tintement. Tintement des heures, angélus, tocsin, glas. Le tintement des heures est le plus connu. Il survit encore lorsque de proches voisins n'intentent pas de procès pour les faire taire. L'angélus sonne 3 fois 3 coups avant le tintement horaire, en général à 7h, 12h et 19h, et rappelle l'importance de la dévotion mariale à qui il est originellement dédié. Le glas. Aujourd'hui, il ne retentit que lors des enterrements. C'est une sonnerie lente, par tintement de la cloche la plus grave, ou une alternance des 2 plus graves. Le rythme approximatif est d'un tintement toutes les 2 secondes. Vient ensuite le carillon. Carillonnement avec clavier manuel à bâton frappé, en anglais carillon, manuel par corde, Russie, nord de l'Italie, Grèce, ou de nos jours carillonnement électrique ou électronique automatisé. Le carillon est une série de cloches disposées de manière à fournir une gamme plus ou moins étendue, se prêtant à l'exécution de mélodies complètes. Les premiers carillons, selon cette définition, dateraient du XIe siècle. Ceux du nord de la France sont célèbres et leur tradition toujours vivante. Enfin, la volée. Volée de messe, volée de mariage, volée d'utilisation civile, à midi par exemple. Lorsque l'on dit que les cloches sont mises en volée, cela signifie qu'elles sont propulsées en oscillation par l'intermédiaire d'un moteur et d'une chaîne, ou de nos jours de moyens électriques plus modernes.
La plus connue est celle qui précède la messe, appelée la volée ordinaire. Plus l'événement est important, plus le nombre de cloches utilisées est élevé. Une volée fort connue est celle de Noël, qu'on appelle la volée de minuit. La volée de mariage ressemble à la volée ordinaire, mais elle compte un nombre élevé de cloches mises en oscillation, entre 3 et 8. En cas d'alarme, d'événements extraordinaires, un incendie, une émeute ou une guerre, on faisait retentir une sonnerie particulière, le tocsin. Il fait partie de la première catégorie de sonnerie, le tintement. C'est une sonnerie répétée et prolongée. Ce terme semble provenir de la racine du mot tumulte. Les premières utilisations du tocsin, sous la forme actuelle, dateraient des environs de 1570. À l'époque médiévale, des tours de garde étaient instituées, les guetteurs placés en hauteur, dans le clocher de certaines cathédrales par exemple. Ils avaient pour charge de prévenir s'ils voyaient un incendie démarrer. Le mot tocsin avec cette orthographe date de 1611. C'est une déformation de touquesin, mot qui date du XIVe siècle, dérivant lui-même du vieux provençal tocasser. Littéralement, cela signifie tocard, toucher, et scène, la cloche. Le tocsin est sonné avec la cloche la plus aiguë, surtout la plus criarde et sonore, à un rythme d'un tintement par 0,5 secondes durant environ 1 minute. C'est ce qui s'est passé ce 1er août 1914 après-midi. Surprenant les paysans, les marchands, les notables, tous ont dû se figer en entendant ces cloches qui n'en finissaient pas de tinter. Parce que les rumeurs de guerre étaient dans bien des conversations depuis un mois, tous ont dû comprendre ce que signifiait cette sonnerie. Confirmant les intuitions, les gardes champêtres ou les gendarmes parcouraient les campagnes pour annoncer la mobilisation générale. Ceux qui ne croyaient pas à la guerre devaient en être muets de stupéfaction, en particulier dans les campagnes où on était en pleine moisson et où on lisait moins la presse et ses prédictions belliqueuses. Ceux qui rêvaient d'en découdre, de prendre leur revanche, ont dû se réjouir, sans savoir ce qui les attendait. À ce sinistre tocsin répond la volée joyeuse qui sonna le 11 novembre 1918 au matin, marquant la fin officielle du conflit. Si la tristesse du tocsin avait plongé les populations dans la stupeur, les volées de cloches se répercutant de clocher en clocher sont cette fois destinées à les entraîner dans une communion nationale d'allégresse. Elles mettent fin au temps des combats, annoncés par le tocsin lugubre au moment de la mobilisation générale. Les seuls à ne pas les avoir entendus, peut-être, sont les soldats en première ligne, car là où ils étaient, il n'y avait plus de clocher pour les faire sonner. Mais pour les autres, la volée de cloches, associées au drapeau tricolore, a participé à l'union patriotique des foules dans les villes et les villages, symbolisant l'euphorie de la victoire. Commencer au son des cloches, terminer au son des cloches. U comme ultimes obligations. L'armistice signé le 11 novembre 1918 est un soulagement pour tous. La guerre est finie. Cependant, elle n'est pas véritablement finie. Cela ne signifie pas pour autant la fin de la guerre et le retour immédiat des hommes. Ce n'est pas encore le temps de la fin des épreuves. L'armée doit faire face à un immense chantier, rapatrier tous les soldats, armes, véhicules, etc., disséminés à travers le monde. Cela représente entre 4 et 5 millions d'hommes. Près de la moitié d'entre eux ont été blessés et beaucoup d'entre eux le sont encore, en convalescence dans des hôpitaux de fortune installés ici ou là. Et tous ne rentrent pas en France. Il y a aussi tous les soldats des colonies qui doivent rentrer dans leurs pays respectifs, un peu partout à travers le monde. Plusieurs solutions s'offrent alors. Les Américains libèrent leurs soldats par unité, les Britanniques préfèrent donner la priorité aux besoins économiques, tandis que les Français et les Italiens choisissent la démobilisation à l'ancienneté. L'idée est donc de commencer par démobiliser les soldats des classes les plus anciennes. Or, après 4 ans de conflits meurtriers, il n'existe plus de régiment homogène
constitués par une seule classe d'âge. La démobilisation entraîne donc une constante réorganisation des unités qu'il faut refondre, parfois pour quelques mois seulement, afin d'en libérer les soldats. Par ailleurs, il faut garder une certaine pression sur les Allemands, tant que le traité de Versailles, marquant la paix définitive, n'est pas signé officiellement, c'est-à-dire le 28 juin 1919. Enfin, il ne faut pas oublier l'état déplorable dans lequel est la France, et d'une manière générale, les régions où l'on s'est battu. Destruction des infrastructures, des ponts, des routes, des voies de chemin de fer. Jean-François n'avait que 20 ans en 1914. C'est une des classes mobilisées les plus jeunes. Le retour à l'ancienneté signifie que pour lui, la démobilisation n'est pas prévue pour tout de suite. D'ailleurs, sa fiche matricule le confirme. Il passe par différentes affectations avant d'être véritablement démobilisé. Le 11 novembre 1918, il est alors affecté au 81e RAL. Il l'est depuis septembre. Le 5 décembre 1918, il change de groupe, mais toujours au 81e. À nouveau, le 1er février 1919. Mais en avril 1919, des voix s'élèvent en Allemagne, les Allemands jugeant les conditions de leur reddition trop dures, et du côté des Alliés, on craint un regain belliqueux des vaincus. Les armées restent sur le pied de guerre, prêtes à une nouvelle intervention militaire si nécessaire. Le processus de démobilisation s'interrompt pour tous les soldats de moins de 32 ans, soit environ 2,5 millions d'hommes. Il ne reprendra qu'à partir de juillet. Finalement, Jean-François reçoit son ordre de démobilisation le 13 septembre 1919, soit presque un an après la fin du conflit. L'attente et l'envie ont dû peser lourd dans ces longs mois. Le foyer, la famille, les amis, ceux qui sont encore en vie, la ville ou le village, tout cela semble si proche et pourtant inaccessible. Sans compter qu'au fur et à mesure, d'autres partent tandis que lui reste. Et pourtant, il ne fait pas partie des derniers, qui ne rentreront chez eux qu'en juin 1920. Pendant tout ce temps, on ne peut plus parler vraiment de front. Jean-François reste néanmoins sous les drapeaux et a dû participer à l'occupation de la rive gauche du Rhin pour veiller au rapatriement du matériel et à la bonne évacuation de l'ennemi. Certains sont envoyés en caserne, à d'autres on fait faire de longues marches, il faut bien occuper les hommes. Cependant, Jean-François a dû bénéficier d'au moins une permission, car il est témoin au mariage de sa sœur, qui a eu lieu le 2 août 1919 à Paris, dans le 1er arrondissement. Il y est bien dit aux armées, mais il est présent tout de même dans la capitale. Enfin, en septembre 1919, il lui reste quelques ultimes obligations à remplir. Pour être libéré, il doit se rendre au centre démobilisateur, qui est le dépôt de son régiment le plus proche de son domicile. Parcours parfois chaotique, vu l'état des infrastructures, comme on l'a vu tout à l'heure, souvent fait en train de marchandises. Il n'y reste que quelques heures, voire quelques jours, pour les formalités de démobilisation. Passer une visite médicale, faire la mise à jour de ses papiers militaires, recevoir un costume civil, ce qui est souvent un problème vu la rareté du tissu. Soit le soldat garde un uniforme militaire, soit il reçoit un habit militaire teint pour faire civil. Enfin, recevoir son indemnisation de démobilisation. Elle s'élève normalement à 490 francs par année dans une unité combattante, ce qui ne représente en fait que l'équivalent de 2 mois de subsistance environ dans le civil. Le retour au pays n'est pas toujours facile pour les soldats. Les conditions de voyage du retour, la situation qu'ils trouvent en arrivant, la fiancée mariée à un autre, la boutique détruite, les champs ravagés, sans parler des grands blessés de guerre qui ont beaucoup de mal à se faire une nouvelle situation dans la société du fait de leur handicap, ou des prisonniers de guerre sur qui pèse parfois le soupçon de collaboration avec l'ennemi. Enfin, en rentrant, les soldats survivants rapportent avec eux le souvenir des horreurs qu'ils ont vécues, et parfois la honte de revenir alors que tant d'autres ont disparu. C'est un véritable traumatisme auquel ils doivent faire face. Mais cela est une autre histoire.
élevé comme Vosges. Jean-François étant originaire de Haute-Savoie, c'est sans doute naturellement qu'il est affecté dans un bataillon de chasseurs alpins. Pour en savoir plus, voir les lettres A et B. Pendant une grande partie de la guerre, et notamment dès sa première affectation, il est envoyé dans les Vosges. Là, les combats font rage, sur des terrains accidentés, pentus, et dans des conditions météo parfois difficiles, froid, neige, etc. Le front des Vosges est constitué d'une zone montagneuse, comprise entre le col du Bonhomme au nord et le Grand Ballon au sud, avec des sommets boisés à plus ou moins 1000 mètres d'altitude. Il correspond à l'ancienne frontière du Reich de 1871. En effet, suite à la défaite française de 1871, l'Alsace et une partie de la Lorraine ont été annexées par l'Empire allemand. Ces provinces perdues ont alimenté une riche littérature patriotique et nationaliste, magnifiant un fort sentiment de revanche, et ont été l'un des objectifs continus de la Première Guerre mondiale. Les Vosges représentent le seul secteur du front français de la Grande Guerre concerné par les combats en haute et moyenne montagne. Protégées par son écrin forestier, les fortifications s'adaptent habilement aux moindres anfractuosités de la roche de ces massifs de grès. La guerre de montagne est un type de conflit qui se distingue des combats de front de plaine. En effet, il a dû s'adapter aux spécificités du relief, aux rigueurs du climat, à l'accessibilité du front sur les deux versants, compliquant le ravitaillement en hommes, nourriture ou armes, et à la durée et l'âpreté exceptionnelle des affrontements qui s'y déroulèrent. Plusieurs points du front des Vosges sont devenus tristement célèbres. Le Hartmann-Willerkopf, ou Vieil Armand, surnommé la montagne mangeuse d'hommes. Culminant à 956 mètres, c'est une position stratégique qui devient l'enjeu de furieuses batailles entre le 26 décembre 1914 et le 9 janvier 1916. Le Vieil Armand s'est distingué par de très lourdes pertes, estimées au total à environ 25 000 morts à lui seul. Chiffre à prendre avec précaution, tous les auteurs ne sont pas d'accord entre eux. La vallée de Münster, où a été envoyé Jean-François, a presque entièrement été détruite par les combats de 1915. Le musée du linge, installé à la jonction des tranchées françaises et allemandes, distantes parfois de 5 mètres à peine, rappelle les combats qui ont fait 17 000 morts. Chiffre là aussi à prendre avec précaution. Pour en savoir plus, voir la lettre L. Au sein d'un réseau parfaitement conservé, le musée raconte les assauts français qui débutent le 20 juillet 1915 et s'achèvent à la fin octobre. De l'autre côté du Val d'Orbay, la tête des Faux est un sommet culminant à 1220 mètres, occupé en 1914 par les Allemands. Les chasseurs alpins français l'enlèvent le 2 décembre. La nuit de Noël 1914, les Allemands contre-attaquent vigoureusement. La bataille, menée dans des conditions hivernales extrêmes, entre dans la légende. 600 hommes seraient mis hors de combat en une seule nuit. Les Allemands s'accrochent sous le sommet et construisent d'impressionnantes fortifications, figeant la situation jusqu'à l'armistice. Et bien d'autres sites encore. La région est considérée comme un théâtre d'opérations secondaires, car les Vosges forment une barrière naturelle à la défense et aux déplacements difficiles. Côté français, au-delà des Vosges, il y a la barrière du Rhin, tandis que pour les Allemands, l'obstacle est renforcé par une série de fortifications, de Belfort à Épinal. Par contre, pour la France, la libération de l'Alsace est un impératif psychologique essentiel, d'où les attaques initiales. Tandis que les Allemands ne pouvaient pas laisser prendre impunément Mulhouse, la seule grande ville du sud de l'Alsace. C'est ce qui explique les combats incessants pendant tout le conflit. Ces majestueux sommets ont été bouleversés, dévastés par les obus, les gaz, les lance-flammes, les averses de fer et de feu. Mais malgré ces batailles permanentes, flux et reflux,
Il n'y aura jamais de victoire décisive de l'un ou de l'autre camp. Le front s'est stabilisé lentement, mais sûrement, et s'est enlisé dans un réseau complexe de tranchées continues, aboutissant à un statu quo long et meurtrier. De cette période, et de ces combats particuliers, les soldats ont conservé un souvenir radicalement différent de ceux livrés dans la craie de Champagne ou dans la boue des Flandres. Leurs journaux et correspondances l'attestent. Il existe bien un vécu spécifique de la guerre des montagnes dans les Vosges. W comme Weserling. Jean-François, normalement mobilisable en octobre, est finalement appelé dès le début du mois de septembre. Il suit sa formation militaire, mais au lieu des 6 mois habituels, elle ne dure qu'un peu plus de 4 mois. Puis, il est envoyé au front. Ces jeunes gens de la classe 1914 avaient 20 ans. Beaucoup d'entre eux n'étaient sans doute jamais sortis de leur village ou de leur vallée. Après l'école, pour ceux qui l'avaient fréquentée, ils étaient envoyés au travail. La caserne a dû déjà représenter un changement dans leurs habitudes, quoique tous les hommes, fatalement, y passaient un jour ou l'autre. Cela faisait partie du passage à la vie d'adulte. Ils y rencontraient des personnes qu'ils ne connaissaient pas, faisaient des activités dont ils n'avaient pas l'habitude, comme jouer à ce sport qu'on appelle le football rugby, par exemple, apprenaient des choses très en dehors de leur quotidien, marcher au pas, ranger son pactage dans le bon ordre, etc. Bien sûr, leur formation a été légèrement écourtée, mais je pense que lorsque les jeunes soldats ont été envoyés au front, ils n'étaient pas du tout préparés à ce qu'ils allaient devoir affronter. Après la caserne, Jean-François est envoyé dans les Vosges, à Weserling, le 28 janvier 1915. Le premier contact réel avec la guerre commence lors de son premier transport, lorsqu'il croise les convois de blessés descendant du front. Puis, au loin, il entend le lugubre feu roulant des canons. Un grondement qui a dû lui paraître bien plus redoutable que les bruits des canons d'exercice entendus pendant ses classes. Au-delà des arbres, la fumée des bombardements s'élève, avertissement sinistre de ce qui va se passer ensuite. Le premier cantonnement de Jean-François a donc lieu à Weserling. L'histoire de ce site commence par un relais de chasse, construit vers 1700, puis devenu château pour la noblesse locale. En 1762, le domaine change de finalité. Il passe de l'agrément à l'industrie. Le textile se développe et, comme Weserling, situé près d'une rivière et d'une voie de communication, réunit toutes les conditions pour la production, une manufacture royale s'y installe. Les ateliers sont aménagés au rez-de-chaussée du château, devenant un site industriel majeur, produisant des indiennes, c'est-à-dire des toiles imprimées. Dans les villages alentours, une main-d'œuvre à profusion. Les paysans seront des milliers à se partager entre leurs terres et le labeur en atelier ou à domicile. En cette époque pré-industrielle, les ouvriers paysans seront nombreux et pour longtemps. Quand éclate la Première Guerre et que les Français, à partir du 7 août 1914, viennent occuper la vallée, le site compte alors quelques 2200 salariés. Dans un premier temps, l'activité est quasiment stoppée. Puis Weserling devient un emplacement stratégique avec l'installation des militaires sur le site. Courant 1915, l'état-major du général Serré, qui commande la 66e division d'infanterie, occupe la partie centrale du château, dans les ailes duquel se trouvent toujours les industriels. Les militaires, qui cantonnent dans le parc, cohabitent avec les ouvriers qui reviennent peu à peu. Le général Serré, administrateur de la région de février 1915 à janvier 1916, tombe au front lors d'une visite de routine sur les premières lignes. Mais le château restera le siège de l'état-major français pendant toute la durée de la guerre. Durant son séjour, Jean-François passe beaucoup de temps à faire des travaux de tranchées et des reconnaissances dans la vallée de la Thur. Le 11 février 1915, le général de division devant visiter les cantonnements, le bataillon a été rassemblé à 12h30 dans la cour de l'usine, en tenue de campagne complète.
À 14 heures, au son de la Marseillaise, le président de la République, M. Poincaré, a fait son entrée. Il est accompagné de M. Millerand, ministre de la Guerre, et de plusieurs généraux. Après avoir passé devant le front du bataillon, le président a décoré des officiers et le directeur de l'usine de Weserling. Le bataillon est ensuite rentré dans ses cantonnements, après avoir défilé devant M. Poincaré, au son d'Alsace et Lorraine. Forçat bientôt, car la sacrée espérance emplit nos cœurs en te disant adieu, en attendant l'heure de la délivrance. Pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments où flottent leurs bannières semblent porter le deuil de ton drapeau. Entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Après la visite présidentielle, les soldats retournent à leurs travaux de tranchée. Finalement, le 23 juillet, le bataillon quitte son premier cantonnement pour gagner la vallée de Münster et y affronter ses premiers véritables combats. X comme X camarades tués. Jean-François s'est-il demandé: combien sont-ils? Ses camarades avec qui j'ai grandi, ceux qui ont suivi leur formation militaire en même temps que moi, ou ceux qui étaient affectés dans les mêmes bataillons et qui ont disparu à jamais. Des chiffres, on peut en aligner. 600 hommes sont mis hors de combat en une seule nuit à la tête de faux, 17 000 au linge, le tombeau des chasseurs, 5 000 soldats tués lors de la ou l'une des journées la ou les plus meurtrières de toute la guerre, le 1er juin 1916, plus de 18 millions de tués au total et 20 millions de blessés. Même les spécialistes ne s'accordent pas toujours sur les chiffres. Le monde est un cimetière. Certains sont morts loin de moi et je n'ai appris leur décès que bien plus tard. D'autres se sont simplement évanouis sur un champ de bataille, sans même que je ne m'en aperçoive. Et puis, il y a ceux qui se sont fait déchiqueter, les morceaux de leur corps s'envolant dans une gerbe de terre et de feu, juste sous mes yeux, leur sang et leurs entrailles m'éclaboussant, tandis que nos gradés nous encourageaient à poursuivre notre avancée sous le feu ennemi. Combien sont-ils? Puis-je les compter aujourd'hui? Qui se rappellera un des camarades tués à l'ennemi? Ferdinand Hosseil, à Metzral en juillet 1915. Le sergent Hardisson, au Barenkopf en 1915 aussi. Isidore Baucher en Italie en décembre 1917. Qui se rappellera de mon ami Désiré Collonclair, dont on n'a pas retrouvé le corps, perdu sur les pentes d'un mont brumeux dans les Vosges? Qui se rappellera de mes camarades de classe, les jumeaux Jay, Gaston Duc, Henri Ratelier-Parché? Qui se rappellera de la terreur du jeune Marsalais, 20 ans, fusillé pour abandon de poste en 1915? Qui se rappellera Marius Bosc, décédé de suite de maladies contractées en service le 10 novembre 1918? Le 10 novembre, si près de la fin. Qui se rappellera de tous ces hommes, moi qui n'ai même pas gardé la mémoire de tous leurs noms, tellement ils sont nombreux à être tombés à mes côtés? Une litanie sans fin. Et moi, me rappellerai-je de tous mes camarades tombés au champ d'honneur pour défendre leur pays? Ceux qui avaient à peine 20 ans et qui n'ont pas vécu leur vie? Ceux qui avaient femmes et enfants et sont partis, fiers, tellement sûrs de revenir vite, victorieux? Ceux, plus âgés, qu'on s'est dépêché de rappeler car les hommes déjà manquaient? Hanteront-ils mes nuits? Passerai-je mes journées assis près de la fenêtre, à tenter de retrouver dans le vide de ma mémoire le nombre de mes camarades disparus?
Y comme hypérite. L'hypérite est un gaz chimique infligeant de graves brûlures, notamment aux yeux, à la peau, aux lèvres et aux poumons. Il peut traverser les vêtements et les chaussures. Ce gaz peut être mortel, mais il est surtout fortement incapacitant, notamment à cause des lésions importantes infligées au niveau respiratoire, qui peuvent rester incurables. Expérimenté pendant la Première Guerre mondiale, il connaîtra une belle carrière, puisqu'on l'a utilisé aussi pendant la Seconde, des conflits coloniaux ou au Moyen-Orient. On l'appelle aussi gaz moutarde. Ce nom lui vient du fait que, sous une forme impure, il avait une odeur proche de celle du célèbre condiment de Dijon. Mais pendant la Première Guerre mondiale, on le nomme rapidement hypérite, car il a été utilisé la première fois par les Allemands dans le secteur de la ville d'Ypres, en Belgique, en avril 1915. Ce jour-là, poussé par le vent, le nuage jaune et verdâtre dérive vers les lignes alliées. Chez les Français, c'est la débandade. Le corps de centaines de soldats asphyxiés se mêle aux milliers d'agonisants. Cette première attaque au gaz intoxique des milliers de soldats qui mourront dans les heures suivantes. Rapidement, différents types de masques seront mis au point, tant côté allié qu'allemand, de même que des systèmes de veille et d'alerte, et les attaques seront de plus en plus coûteuses et de moins en moins efficaces, à quantité de gaz et de munitions égales. Les premiers essais de ces gaz datent du XIXe siècle, notamment par des chimistes travaillant pour l'entreprise allemande Bayer. Ayant constaté son efficacité, les Français ne furent pas en reste et mirent au point un procédé qui permettait d'en fabriquer 30 fois plus rapidement que le produit allemand. L'usage de ces gaz vénéneux suscitera bien l'indignation de nombreux groupes et personnalités dans tous les camps. Néanmoins, la course aux armements se traduira par une production continue et massive d'armes chimiques de ce type. Il faudra attendre 1993 pour que soit signée la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, visant l'interdiction et la destruction de ces armes. Sans grande efficacité toutefois, comme on peut le voir aujourd'hui encore régulièrement aux informations. D'après les sources compulsées, Jean-François a rarement eu l'occasion d'être confronté au gaz. On ne trouve en effet ce type d'attaque particulière que rarement au cours de ses campagnes. Le 31 août 1915, Jean-François combat avec le 23e BCA au Combe-Kopf, un massif des Vosges. Lorsque tout à coup, je cite un extrait du Pas à pas d'août 1915 que j'ai rédigé, version légèrement romancée, mais basée sur des témoignages de soldats, donc fortement probable. Soudain, un obus est tombé tout près, avec un bruit mou, très différent du vacarme habituel. On a aussitôt ressenti des démangeaisons dans le nez puis la gorge. « Les gaz! Les gaz !» J'ouvre rapidement mon sac et trouve le masque placé sur le dessus, comme c'est recommandé. D'autres mettent plus de temps à le trouver et le fixer. On entend crier, suffoquant sous la brûlure des poumons. Ils s'étouffent sur place, sans qu'on puisse les secourir. Jusqu'à la nuit, c'est un bombardement puissant sur toutes nos positions de première ligne, positions arrière, et jusqu'aux camps éloignés, qui subissent aussi l'effet des obus asphyxiants. Vers 17 heures, l'ennemi attaque. Il emploie des liquides enflammés et des gaz asphyxiants. Nous apprenons dans la suite qu'il nous a enlevé une tranchée au col du linge. Le JMO du 23e indiquera à cette date perte 8 tués, 11 blessés, 1 disparu. Un peu plus tard, le 13 octobre 1917, on trouve une nouvelle attaque dans les tranchées de la Marne. Le 22 décembre, sur le front italien, le 18 juin 1918, sur le plateau au-dessus de Cerfroy, dans l'Aisne. Le 5 juillet, un obus à hypérite tombe sur la popote des officiers, au pied du chef du bataillon. Le masque est gardé toute la nuit au poste de commandement. La désinfection du terrain et du matériel sont exécutées le lendemain au petit jour. Le chef de bataillon de Fabry-Fabrègue est évacué pour brûlure, ainsi que 9 gradés ou chasseurs. Le 21 août 1918, enfin, alors que Jean-François se trouve dans la Somme, dans le secteur de Montdidier, le JMO indique. Pendant la nuit, tir de harcèlement par obus toxiques et explosifs. Toute la région est hyperitée. Journée calme. Faible activité de l'artillerie ennemie, mais nous constatons que partout, l'infanterie ennemie reste vigilante. On notera qu'entre-temps, le verbe hypériter est passé dans le vocabulaire courant, alors qu'en 1915, on disait simplement gaz asphyxiant, obus à hypérite,
ou hypérite, orthographié avec un H. Pendant longtemps, ma mère a cru que son grand-père avait été gazé, car lorsqu'elle allait le voir, elle avait une dizaine d'années et lui un peu plus de 60, il restait toute la journée à regarder par la fenêtre, sans bouger pendant des heures. Or, d'après mes recherches, non seulement il n'a été que très peu confronté à ce type d'attaque, mais d'autre part, après la guerre, il deviendra camionneur et déménageur, ce qui ne correspond guère avec les séquelles provoquées par le gaz. Cependant, nous ne saurons jamais à quoi il pensait toute la journée, le regard dans le vide. Ces vieux démons l'auraient-ils rattrapé? Z comme zombie. Septembre 1919. Le jour de la victoire me paraît tellement loin. 10 mois déjà. Et pourtant, il m'a fallu encore servir mon pays, rester sous les drapeaux, tandis que les autres partaient chez eux petit à petit. L'attente, l'envie de revenir au pays, de revoir les miens. Et en même temps, la crainte paradoxale de retrouver une vie normale. Combien de temps encore, en entendant un bruit, un claquement, je me jetterai au sol, les mains protégeant ma tête, rempart ridicule contre un obus qui ne tombera pas. Et puis, enfin le jour de la libération. Le 13 septembre, je reçois mon ordre de démobilisation officielle. La première partie du voyage dans un wagon à bestiaux. Une bête pendant 5 ans j'avais été, une bête je restais. L'amertume était dans mes bagages. La fin du voyage fut plus confortable, dans un véritable train de voyageurs. J'aurais pu descendre du train à la gare de Samoin, mais je suis descendu à la station précédente. J'avais besoin de marcher un peu seul, de respirer à nouveau l'air de mon pays, de voir apparaître petit à petit l'ombre bienfaisante du Criou, surplombant de son sommet protecteur la ville de mon enfance, de mon innocence. J'étais vivant. Après tout ce que j'avais vécu, j'étais vivant. Alors que tant d'autres étaient morts. Je n'arrivais pas à y croire. Je me sentais étrangement léger, pour une fois que je marchais sans barda complet sur le dos, seul et non en colonne, et la vie au bout du chemin. Est-ce que j'ai été chanceux? Ou était-ce simplement le hasard? Dans ma tête, tout se mélangeait. Le bruit assourdissant des canonnades et celui des chansons joyeuses des soldats, la boue des tranchées et le bien-être d'une douche après plusieurs semaines passées en première ligne. Les horreurs que j'ai vécues se voient-elles sur mon visage? Ne vais-je pas effrayer ma mère et mes sœurs? Ai-je l'air d'un zombie, ou ai-je repris figure humaine? Comment dire mes cauchemars? Le bruit des obus, les cris dans les tranchées. Que reste-t-il de l'enthousiasme des premiers jours de la guerre? Autour de moi, tout m'étonne. Les arbres debout et non pas fracassés, la verdure, les maisons couvertes de leurs toits, les oiseaux qui chantent. Tout en cheminant, je respire de grandes goulées d'air pur. Pas de risque de s'intoxiquer ici. Pas d'odeur nauséabonde de cadavres pourrissants. Je me prends la tête entre les mains. Il faut arrêter de penser à tout cela. C'est fini maintenant. J'aperçois enfin le clocher, celui-là même qui a sonné le tocsin, annonçant la folie sur la terre, un jour d'été, brisant mon enfance. Enfin à la maison. Une boule de chagrin immense m'oppresse. Un lourd sanglot crève dans ma gorge. Au dernier moment, je n'ose pas rentrer et me couche près de la haie. Je me laisse aller à cette tristesse trop lourde qui me dévaste. Je pleure, longtemps, sans bruit, bouleversée d'avoir retrouvé le monde qui m'avait vu heureux, avant, et que je croyais avoir perdu à jamais. On m'a jeté dans un enfer que je ne méritais pas. C'est ce qui me blesse le plus, cette injustice qui m'a été faite. Quand la peine et la douleur accumulées depuis si longtemps se sont taries, je peux enfin me relever. J'hésite toujours à entrer. Je me sens sale, souillée jusqu'aux os, incapable de me réinstaller dans ce monde si paisible, si différent de celui que je viens de quitter. Devant la fontaine, je me débarbouille. Par habitude, je vérifie qu'il n'y a pas de cadavre flottant dans l'eau. Je respire un peu mieux quand je réalise qu'il n'y en a pas dans ces lieux protégés. Je pousse finalement la porte de la maison.
L'émotion est si grande de me retrouver là, que je ne sais même plus si c'est un silence ému ou des cris de joie qui m'accueillent. Peut-être les deux. Enfin, je peux embrasser ma mère et mes sœurs, mais j'ai peur de goûter le sang de la bataille dans leurs baisers et de voir dans leur rire le crâne des morts. Le soir, à table, ma mère me demande. Alors, ces Allemands, à quoi ils ressemblent? Ils sont si vilains qu'on le dit? Ils ressemblent à tout le monde, que je réponds. Bon, soupire-t-elle. Elle n'en demandera pas plus, et tant mieux. Elle a retrouvé son fils, c'est tout ce qui compte. Et puis, quoi lui dire? Comment décrire l'indicible? Il m'a fallu plusieurs jours pour reprendre pied dans l'univers silencieux, protégé du village. Plusieurs jours pour perdre l'habitude de rentrer la tête dans les épaules et d'attendre l'obus qui va tomber. Pour se débarrasser de l'expérience de l'absurdité de la mort de masse, de l'impossibilité de faire son deuil en l'absence de corps à enterrer, et de tombes où se recueillir. D'un sentiment d'intense culpabilité, comme si je vivais à la place d'un autre, grâce au sacrifice d'une autre vie. C'est la fin de la guerre. Mais est-ce pour autant que les villes et villages détruits vont renaître? Est-ce que les mères vont sécher leurs larmes? Est-ce que les orphelins vont cesser d'être orphelins, les veuves d'être veuves? Est-ce que les cauchemars vont cesser? Ces cris d'une violence interminable qui me jettent au bas du lit sans pouvoir me réveiller vont-ils cesser? Comme un enfant, il faut tout réapprendre. Il faut se dépouiller de son identité de soldat, si chèrement acquise, et reprendre sa place dans la vie civile. Faire le deuil de ses amis disparus, déchiquetés sous ses yeux, accepter la compagnie des vivants. Ceux qui n'ont pas connu les combats et qui savent encore ce que rire et danser signifient. La paix est là, on ne tue plus. Après 5 ans d'attente, de peine, d'ajournement et de terreur, la voilà. Sommes-nous dignes d'un tel bonheur? J'espère en tout cas qu'on pourra dire que c'est la fin de toutes les guerres, la der des der. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtre.